c'est de parler sur la drépanocytose. Nous allons parcourir rapidement ces aspects cliniques. Mais avant toute chose, il y aura quelques petits rappels pour pouvoir chuter sur la clinique. Le but n'est pas de faire peur, mais d'expliquer ce qui s'est fait réellement pour pouvoir bien comprendre ce que le drépanocytaire endure et comment l'accompagner, et de permettre au drépanocytaire de ne pas être surpris par certains événements. Slide. Sur le bref rappel, je pense que Dr Audrey l'a dit, aujourd'hui la drépanocytose est considérée comme une maladie cosmopolite parce qu'elle touche presque tous les continents. À l'origine, le continent africain, mais là où vous voyez, lorsqu'il y a changement de couleur, c'est là où on peut trouver encore de partie de la drépanocytose partant de jaune-bleu. Mais la migration est partie de l'Afrique vers les autres pays. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a plus ou moins plus de 120 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la drépanocytose. 2 tiers sont en Afrique. La RDC a 35% des hétérozygotes, c'est-à-dire des AS. Et puis, à la naissance, il y a au moins 2% des enfants qui naissent homozygotes drépanocytaires. Donc, la charge économique, si vous voyez la carte de l'Afrique, elle est partagée entre la RDC et le Nigeria, qui est le premier pays, et la RDC le deuxième. Donc, nous constatons qu'à ces jours, là, ce sont des aspects beaucoup plus politiques. Slide. Alors, sur la transmission, je ne vais pas m'appesantir. Celle que nous devons connaître que c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire la transmission se fait des ascendants vers les descendants. Il faudrait que le couple soit porteur de la tare S pour qu'à sa descendance, on ait cette tare SS. C'est-à-dire quoi? Il y a des couples qu'on appelle les couples à risque, notamment le couple AS-AS, le couple SSSS, le couple SSAS. Ce sont des couples qui ont potentiellement la capacité d'avoir des enfants SS. Slide. Alors, Dr Audrey a parlé de cette différence qui sème aussi la confusion que nous devons comprendre déjà avant d'aller plus loin. C'est la différence entre le groupe sanguin et l'hémoglobine. Parce que c'est ce qui est à la base de beaucoup de confusion. Je peux dire, moi, je suis O positif, je ne peux pas avoir un enfant SS. Alors, tel qu'il a dit, lorsqu'on parle de groupe sanguin, on se retrouve au niveau de l'extérieur du globule rouge. C'est-à-dire, vous prenez la mangue, la peau de la mangue peut revêtir plusieurs formes, plusieurs couleurs. Verte, rouge, jaune ou même mélangée. Vous faites le parallélisme avec le groupe sanguin, on peut être A, B, AB ou 0. Mais lorsqu'on parle de la drépanocytose, nous sommes à l'intérieur du globule rouge, c'est-à-dire au niveau de l'hémoglobine qui est une protéine à l'intérieur du globule rouge. Et cette hémoglobine, c'est là qu'on les a reçus de nos parents. Ça peut être, on a reçu l'hémoglobine AA, ou on a reçu de l'un l'hémoglobine A, l'hémoglobine S, on est AS, ou on a reçu le SS, on est SS. Donc c'est une différence de taille qu'il faut toujours avoir. La conséquence est quoi? Lorsqu'on va faire un test de sang, il faut savoir son groupe sanguin et connaître aussi le profil de son hémoglobine. Slide. Alors, si nous devons parler des aspects de la clinique, ça pour 3 objectifs. Le premier, c'est d'assurer un suivi régulier du drépanocytaire. Le deuxième, c'est de prévenir les crises. Et le troisième, c'est éviter ou retarder les complications qui sont chroniques. On vient de nous dire que c'est une maladie qui est chronique, c'est-à-dire c'est toute la vie que vous avez. Donc, c'est une maladie qui sera ponctuée par des crises aiguës, mais avec des complications qui vont apparaître de manière chronique, qui vont perdurer toute la vie de la personne, qui peuvent même le rendre invalidante. Slide. Alors, l'histoire de la drépanocytose, c'est quoi en fait? Nous l'établissons en 3 grandes périodes de la vie. Il y a avant 7 ans, les manifestations avant 7 ans. Après 7 ans, jusqu'à l'âge adulte et après l'âge adulte. Avant 7 ans, qu'est-ce que nous remarquons? C'est à partir de l'âge de 6 mois qu'il y a les premiers signes qui apparaissent. On les appelle le syndrome main-pied. Les mains et les pieds gonflent. C'est un enfant qui était normal, on ne l'a pas tapé plutôt, il n'a pas été traumatisé, mais subitement, on va voir les mains et les pieds ont gonflé. Ça peut commencer à 6 mois, à 1 année, ainsi de suite, tout dépendant d'une personne à une autre. Donc, parmi les premières manifestations, c'est les syndromes main-pied qui sont en fait des crises qu'on appelle les crises vaso-occlusives. C'est-à-dire les globules rouges. Vous avez vu, si vous pouvez revenir avant, s'il vous plaît, avant. Là, vous avez le globule rouge à l'état normal,
qui a la capacité de passer dans tous les vaisseaux. Partant du cœur, il part des aortes jusqu'au niveau des capillaires. Donc, il a la capacité de déformabilité, donc de pouvoir s'adapter à la lumière du vaisseau dans lequel il passe. Mais lorsqu'il arrive au niveau des capillaires, qui est un lieu d'échange, il va aussi s'adapter, s'aplatir pour bien faire les échanges de gaz de sang dans le sang. Mais lorsqu'il y a moins d'oxygène, lorsqu'il perd beaucoup d'eau, lorsqu'il y a la fièvre, toutes ces conséquences, ces circonstances-là vont faire que ces globules rouges vont perdre cette forme, il va prendre cette forme de banane qu'on appelle des formes fossiles. Et ce qui va arriver, il va boucher la circulation du sang. Le sang ne va plus passer normalement, d'où les échanges au niveau de l'organisme se feront plus bien entre l'oxygène et le gaz carbonique, ce qui sera à la base ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive. C'est-à-dire quoi? Les vaisseaux sont seulement bouchés par les globules rouges. À ce moment-là, la première cause serait la douleur. Tu peux revenir sur la suite de nos dias. Alors là, donc, allons avant. Les syndromes main-pied là, ce n'est qu'une conséquence de cette bouchon-là de globules rouges au niveau de la circulation qui va commencer à donner la douleur. Deuxième élément de la clinique, ce sont les infections. Les enfants, à partir de cet âge, vont commencer à faire les infections à répétition. Tout le temps malade. Parmi les signes d'une infection, c'est la fièvre. Il va faire de fièvre à tout moment. Cet enfant, il y en a qui ne vont pas faire le syndrome, mais on voit seulement un enfant qui tombe souvent malade. Malaria, typhoïde, en fait, ce sont des fièvres qui reviennent de manière récurrente. Troisième élément, ce sont les anémies. Leur taux d'hémoglobine va baisser. Nous avons vu que lorsqu'il y a bouchon, les échanges ne se font plus bien, l'oxygène ne va pas dans les cellules pour faire toutes les réactions chimiques du sang, donner de l'énergie. L'organisme n'a plus la capacité de se défendre comme il se doit, d'où les microbes vont l'attaquer facilement, les infections. Mais lorsqu'il y a bouchon, le taux de globules rouges va baisser et il sera toujours dans l'anémie. Le docteur Audrey a parlé de quelque chose qui est capital. Le globule rouge normal, chez une personne AA, dure 120 jours. Mais chez un drépanocytaire, il va durer 14 jours. Ce qui fait qu'il est dans un état d'anémie chronique et lorsqu'il y a un épisode d'infection, son taux d'hémoglobine va encore baisser. Donc, troisième signe, à part la douleur, les infections, il y a l'anémie. Au-delà de tout, comme il est constamment malade, comme il est attaqué par les infections et comme son taux d'hémoglobine est très bas, il aura ce que nous allons appeler un retard staturo-pondéral. C'est-à-dire, son poids et sa taille ne vont pas correspondre par rapport à son âge. Donc, vous allez remarquer qu'il y a aussi ce retard-là. Et il y a beaucoup de phénomènes que nous allons remarquer à ces moments-là. Il y a ce que nous appelons les vasculopathes, c'est-à-dire ce sont des enfants qui peuvent faire facilement des AVC à partir de cet âge-là. Slide. Alors, comment se révèle la drépanocytose? Il y a des infections. Nous avons parlé des infections. Dans les épisodes aiguës, les infections à répétition. Et les germes, parmi les germes, nous en avons beaucoup. Le pneumocoque, le Haemophilus influenza, le salmonelle, ce qui donne la fièvre typhoïde. Il y a aussi les accès palustres. Et par rapport au paludisme, lui, il n'a pas besoin d'avoir une parasitémie élevée, c'est-à-dire beaucoup de plasmodium plus l'infecter. Même avec un faible taux d'infection au paludisme, il va faire son anémie. Donc, ce sont des infections à ce moment-là, à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans, il va faire beaucoup des infections à ce moment-là. Moralité, si un enfant fait des infections souvent, il faut savoir faire le dépistage de la drépanocytose. Slide. Après 7 ans, à ce niveau aussi, il y a beaucoup plus ce nombre de la douleur qui revient à tout moment. Il a dépassé l'âge de 7 ans, il va commencer à faire de douleurs à répétition. Il va se plaindre de douleurs, il va même manquer l'école parce qu'il a mal au dos, presque c'est tout le corps. Mal au dos, mal aux membres, mal au thorax, ainsi de suite. Il y a ce que vous avez, les vasculopathies, mais il y a une complication qu'on appelle les syndromes thoraciques aigus. Donc, il va faire des dyspnées, il y a à la fois qui est combiné avec une infection, avec difficulté de respirer au niveau, ça sort des crises vaso-occlusives qui se font au niveau des poumons. Et dans le cas qui est le nôtre aujourd'hui, il y a possibilité de confondre avec une atteinte de la COVID. Aussi, c'est la plus grande complication qu'on redoute chez les drépanocytaires. Et s'il est atteint de Covid, il peut faire cette complication. Et même si un drépanocytaire a des douleurs partout, il faut prévenir pour qu'il n'arrive pas à cette complication parce que ça va se jurer qu'à un fil. Et la mort est imminente si on n'y prend pas garde. Slide. À l'âge adulte, ce sont des problèmes chroniques qui vont apparaître. Et dans la drépanocytose, les complications chroniques partent
de la tête aux pieds. Je vous ai parlé des AVC au niveau du cerveau, je vous ai parlé de problèmes, la rétinopathie du drépanocytaire au niveau des yeux, au niveau oral, les complications orales, au niveau des os, orthopédie, vous avez vu là-bas, au niveau de la tête du fémur et aussi au niveau de la tête de l'humérus, il y a ce que nous appelons une nécrose atypique de la tête fémorale ou la tête humérale. C'est-à-dire quoi? Le sang ne va plus bien passer au niveau de circulation de cette tête-là. Et vous avez vu un enfant qui était normal. À un certain moment, il commence à boitiller. À boitiller, s'il ne prend pas garde, il commence à boiter, il devient handicapé physique directement parce que l'os, en fait, est en train de se souder au niveau de l'articulation coxo-fémorale. À ce moment-là, il aura beaucoup plus de douleur. Donc, l'handicap physique peut commencer déjà à partir de là. Il y a aussi au niveau de rein, ce que nous appelons la néphropathie du drépanocytaire. Le rein est aussi entamé. Et pour la petite histoire, les drépanocytaires ont du mal à concentrer leur urine. À un certain âge, ils vont commencer à faire pipi au lit. On appelle ça l'énurésie. Ils prennent d'abord beaucoup d'eau, ils ont du mal à concentrer leurs urines et ils vont faire... Alors à ce moment-là, il faut toujours faire des tests pour savoir s'il n'y a pas un début de la maladie. Slide. Alors, les aspects cliniques. Nous avons parlé les modes de révélation, les devenirs du drépanocytaire, les complications, nous appelons aiguës et les complications chroniques. Slide. Rapidement, les complications aiguës, nous avons les crises vaso-occlusives qu'on vient de parler, les infections, les anémies, et puis tout ça, les complications thoraciques. Il y a ce que nous appelons aussi le priapisme, c'est-à-dire le jeune garçon, il ne va pas parler, mais chaque nuit, il peut avoir une douleur au niveau de son pénis et ça lui fait très mal. C'est une érection qui est douloureuse. Une érection ne doit pas être douloureuse, mais lui, il aura mal. Il y a aussi le saignement au niveau du nez, on appelle ça l'épixatis. Slide. Les complications chroniques, je viens de le dire, il y a le retard staturo-pondéral, le retard dans la survenue de la puberté, il y a le hépatomégalie, il y a aussi les aspects palustres à répétition, mais aussi les complications chroniques que nous avons, les ulcères de la jambe. On va confondre ça avec le mbassou. Ce sont des plaies qui ne se guérissent pas de manière spontanée. Il y a l'ostéonécrose de la tête fémorale, on a parlé, ce qui va entraîner la boiterie et l'immobilité à mobiliser le membre supérieur. Il y a les arthrites, des douleurs, des infections au niveau des articulations. Il y a l'hypoacousie, ça peut arriver que sa capacité à écouter puisse baisser parce qu'il y a eu des complications à ce niveau-là. Il y a les lithiases biliaires au niveau du foie, il y a l'insuffisance rénale, il y a des problèmes au niveau du cœur qui peut entraîner même une hypertension artérielle pulmonaire, il y a les rétinopathies. Slide. Le diagnostic, on vient d'en parler. Pour faire ça, il y a des tests rapides, le sickle scan, il y a les tests d'hémoglobine, l'électrophorèse qu'il faut faire. Et puis, pas seulement faire le test de diagnostic, mais il y a les éléments qu'il faut toujours surveiller chez un drépanocytaire. Slide. Alors, nous avons dit, par rapport à cela, on s'arrête là parce qu'on nous a demandé que de parler des aspects cliniques. Le traitement, peut-être dans les discussions qu'on pouvait en parler, nous disons seulement qu'il faut nous mobiliser pour une bonne prise en charge de la drépanocytose. J'ai dit et je vous remercie.